Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous, bonne année 2024. C'est le premier numéro pour cette année 2024. Nous sommes heureux de vous retrouver après ces longs moments de break. Obligation professionnelle oblige. Également, nous étions sur le front pendant la campagne pour porter la candidature du numéro 20. Et vous avez vous-même vu les résultats de cette consécration. Nous le disions dans nos émissions passées que le chef de l'État était en avance sur ses challengers, mais peu de gens nous ont cru. Mais aujourd'hui, avec les résultats provisoires proclamés par la CENI, nous sommes confortés et par notre position que nous avions eue d'antan. Et nous espérons que tous les peuples congolais sont contents. Et il faut seulement voir les scènes de liesse qui ont été observées sur toute la République. Et quand je vois certains opposants protester les résultats, bon, on s'est dit c'est la démocratie, mais en même temps, comme disent les Français, les ridicules ne tuent pas. Parce qu'il est absurde, il est anormal. Je trouve ça un peu moqueur de pouvoir passer à la télé et dire que le peuple congolais va protester pendant que c'est ce peuple congolais-là qui a voté massivement les numéros 20 jusqu'à atteindre 73,34% de voix. Il faut être malhonnête intellectuellement, il faut être insensé psychologiquement, il faut être, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut attribuer à ces personnages, mais c'est tout de même pathétique. C'est tout de même pathétique de voir de grands comme ça qu'on estimait avec assez de gigottes, mais qui se comportent d'une certaine manière. Bon. Car cela ne tienne, comme c'est la démocratie, on ne peut pas s'en offusquer, on ne peut pas non plus les en vouloir, parce que c'est comme ça la vie. Il y a certains qui protestent pour protester sans raison valable. Il y a d'autres qui font le matuvisme. Donc, il faudrait qu'ils soient vus en train de parler, même si tout ce qu'il dit est vide de discours. Bon, ils peuvent parler. Alors, je suis heureux en tout cas, chers spectateurs. Et je ne sais pas s'il faut compter combien de mois qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas vu, mais cela a été pour de bonnes raisons. Mais nous sommes de retour. 2024 nous apporte un nouveau souffle, nous apporte une nouvelle vision et de nouvelles perspectives pour les 5 ans qui va venir. Et nous qui croyons au chef de l'État, nous qui croyons à Félix Antoine Tshisekedi, nous savons que ces 5 ans
seront les décollages réels de la RDC. Les 5 premières années étaient la pose de la fondation ou la pose des bases. Mais maintenant, les 5 prochaines années seront le développement. Bon, beaucoup diront, mais comment tu peux déjà faire des projections? Oui. Ou en être sûr? Oui. Les intellectuels, ce sont des personnes qui se projettent dans les futurs. On ne peut pas se dire aujourd'hui intellectuel, on ne peut pas se dire aujourd'hui gestionnaire de l'État ou gestionnaire sans pour autant se projeter dans le futur. Bon, d'autres personnes diront, mais il n'est pas le chef de l'État, comment est-ce qu'il peut en être sûr? Il suffit de faire la lecture de la personne. Nous avons ici crié dans cette émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, que le chef de l'État avait une longueur d'avance. Le chef de l'État avait une vision éclairée de la RDC. Bon, il y a certains qui m'ont insulté sur les réseaux, comme c'est une arme des faibles, on ne peut pas les en vouloir. Il y a d'autres qui se sont moqués en disant qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là. Mais je vais juste vous rappeler certains faits, parce que ce sont des faits que nous avions évoqués, mais pour nous, c'est un exemple idéal ou un exemple d'école qui servira à nos générations futures. Lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir en 2018, mais qu'il prend fonction en 2019, parce qu'il a été élu le 23 décembre 2018, mais il a pris les fonctions le 24 janvier 2019. Il était face à un dilemme, où il était face à une situation qui ne lui permettait pas de pouvoir éclore sa politique ou éclore sa vision. Il a passé 7 mois sans avoir un réel gouvernement, parce que lorsqu'il a pris les fonctions au mois de janvier, le 24, il est entré dans un tourbillon où il y avait querelle des postes ou querelle des positionnements entre le FCC qui détenait la majorité au Parlement et puis lui qui détenait l'impérium. Pendant 7 mois de querelle, sans trouver des solutions pour avoir son premier gouvernement. Et durant ces 7 mois, il y a eu un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Et ces gouvernements, non seulement œuvraient pour l'échec du président, mais également retardaient certaines décisions que prenait le chef de l'État. Jusqu'à l'avènement, 7 mois plus tard, du premier gouvernement de Tshisekedi. Et ce gouvernement a travaillé pendant 1 an et demi. Pratiquement 2 ans. En mettant des crocs en jambes. Vous vous souvenez du ministre du portefeuille qui avait bloqué pendant 1 année une ordonnance présidentielle nommant les mandataires dans certaines entreprises publiques. Et cette guerre était presque généralisée. Au Parlement, c'était la même chose parce qu'il y avait la présidente Janine Mabunda. Au Sénat, c'était Alexis Thambwe Mwamba. Donc, une guerre frénétique pour empêcher au chef de l'État de pouvoir faire développer ce pays. Et pendant presque 2 ans et demi, le chef de l'État était en quête de solutions.
comment faire pour me débarrasser de ces gens. Bon, pour certains, c'était déjà plié, 2 ans et demi sans rien faire. Alors, on s'est dit que ça ne valait plus la peine de compter sur le président Tshisekedi. Et beaucoup ont déjà jubilé en disant, bon, il a déjà fait la moitié de son mandat sans rien faire. Donc, on ne voit pas comment est-ce qu'il va faire quelque chose pour la deuxième moitié de son mandat. Mais les gens ne connaissaient pas l'homme. Pendant qu'il était en train de quereller avec ses partenaires du FCC, moi je disais aux gens qui pensaient que les chefs de l'État étaient naïfs, je leur disais, attention à ces messieurs. C'est un monsieur qui a été longtemps sous les cheveux du Sphinx délimité. Il a été enseigné. On l'a inculqué la politique. La politique était une éducation pour lui. Et on a vu comment est-ce qu'il a fait basculer la majorité. Personne croyait que le chef de l'État pouvait changer la majorité. Même les plus savants en relations internationales ou en politique internationale pensaient à ces scénarios. On a même vu les témoignages des éminents professeurs qui ont confirmé ne pas avoir n'ayant pas vu voir ce qui s'est tramé. Or, il a mis sur pied pendant presque 2 ans ce scénario. Il a calculé tous les coûts qu'il devrait mettre et au finish, il a fait basculer la majorité. Non seulement il a fait basculer la majorité, mais il a en même temps eu à former un gouvernement qui était acquis à sa cause. Et c'est comme ça que le chef de l'État a pu mettre sur pied l'Union sacrée. Avec un discours magistral de 6 minutes qui a tout fait basculer. Et aujourd'hui, la deuxième moitié du mandat a été un succès. Un succès du point de vue projet, du point de vue gouvernance et du point de vue renaissance. Du point de vue projet, on a vu différents projets. Vous avez les Tchilégelou, vous avez Zéro Trou, vous avez les points chauds, vous avez les 145 territoires qui sont des faits palpables. On va vous balancer les images pour voir. Aucune province n'a été épargnée par les projets. Or, nous savons très bien, je l'ai souvent dit ici, lorsqu'il s'agissait de concevoir les projets pour la République, on ne prenait que généralement 3 grandes provinces qui bénéficiaient de ces projets. On peut même ajouter la quatrième, c'est le Maniema. Il y avait Kinshasa, il y avait le Katanga, il y avait le Kivu, et puis le Grand Kivu, s'il faut le dire, et puis le Maniema. C'était ces provinces-là qui bénéficiaient des différents projets du gouvernement central. Mais aujourd'hui, nous avons les projets dans toutes les provinces. Pour ne pas citer dans tous les 145 territoires, bien qu'il y a encore certains territoires qui souffrent des infrastructures. On l'a même vu pendant la campagne du chef de l'État. Il y a certains territoires qui réclamaient le projet qui n'était pas encore arrivé. Là, ça s'explique également parce que il y a certains territoires, par exemple, quand vous prenez les Grands Équateurs, il y a certains territoires où l'accessibilité est difficile. Comment acheminer les matériaux? Ça a pris des mois et des mois pour acheminer les matériaux, mais nous croyons
fermement à la sincérité et puis au professionnalisme du PNUD qui se charge de cette partie du territoire. Et nous savons que d'ici là, tous ces territoires qui sont en manque des infrastructures sera bénéficiaire, tant soit peu, de ces projets. Alors, pour revenir à ce que je disais, quand vous prenez côté gouvernance, lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, la RDC avait un budget de 4 milliards presque. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards 700, presque 17 milliards. Donc, le budget a quadruplé dans un espace de 2 ans et demi, ou bien 3 ans. Vous prenez le coulage des recettes avec l'instauration de la période des gendarmes, l'IGF. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de détournements. Or, avant, c'était des faits qui passaient sous silence, mais il y avait des coulages de recettes terribles dans tous les ministères, dans toutes les entreprises publiques, dans toutes les entités de l'État où il y avait génération de recettes. L'État perdait, souvenez-vous du rapport du conseiller Luzolo Bambi, qui était le conseiller de l'ancien président Joseph Kabila, qui parlait de 15 milliards que la RDC perdait chaque an. Et cet argent allait dans les poches des individus. Et si vous prenez juste la proportion des 15 milliards que perdait chaque an la RDC, par rapport aux 4 milliards que Kabila laissait, donc nous sommes pratiquement à 19 milliards. Donc on dira que aujourd'hui, le chef de l'État a récupéré déjà 13 milliards de coulage des recettes. Faites les calculs, parce que lorsque Luzolo Bambi parlait de cette situation, nous avions un budget de 4 milliards. Plus 15 milliards, ça fait 19 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à un budget de 16 milliards 700, qui fait pratiquement 17 milliards. Donc, nous avons encore un manque à gagner de 2 milliards 300. Donc, cela veut dire que la RDC a récupéré pratiquement 12 milliards 700 qui allait dans les poches des individus. Et cet argent, c'était de l'argent réel, mais que l'État n'arrivait pas à capter parce que cet argent allait chez les individus. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance. Il est vrai que le coulage des recettes n'est pas encore totalement éradiqué, mais il faudrait saluer le travail abattu par l'IGF, impulsé par les chefs de l'État. Parce que je vois certains opposants en train de féliciter l'IGF, mais critiquant le régime, oubliant que l'IGF existe depuis 1985, mais c'était une institution qui était restée obsolète. Il fallait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prenne le bâton de commandement pour que cette institution renaisse de ses cendres et fasse preuve de ses compétences. Aujourd'hui, il y a des reconnaissances internationales, autant de diplômes de mérite, autant de diplômes dressés à l'IGF pour le travail abattu. On ne peut pas, tout en étant honnête intellectuellement, ne pas reconnaître le travail qu'abat l'IGF. Et cela, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. C'est un élément qu'il ne faut en aucun cas laisser passer. Il faut en aucun cas
laisser passer sous silence ou ignorer en disant que voilà, Félix Tshisekedi n'a rien fait. Parce que je vois beaucoup de gens en train de faire ce genre de commentaires. Moi, ça me fait un peu rigoler. Là, c'est la bonne gouvernance. On avait des entreprises qui étaient des éléphants blancs. Quand on parle des éléphants blancs, c'était des institutions qui généraient des recettes, mais ces recettes n'arrivaient jamais, alors jamais, dans la caisse de l'État. Il fallait qu'il y ait une personne à la tête de ce pays pour que ces entreprises qui étaient hier des éléphants blancs, mais qui coûtaient beaucoup au trésor, puissent aujourd'hui contribuer également au développement de notre pays. Je vous donne un exemple. Vous prenez l'exemple de Foner. Foner générait beaucoup d'argent, mais il y avait peu d'argent qui était reversé dans le projet. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans plusieurs projets, c'est le financement du Foner. Je prends encore un autre exemple du FPI. Le FPI également générait beaucoup d'argent avec la taxe sur l'industrie, mais que cet argent était redistribué en termes de prêts auprès des caciques de l'entourage du président Kabila. Excuse. Aucune redistribution auprès des différentes couches de population. Mais aujourd'hui, quand vous parlez avec certains entrepreneurs qui avaient difficulté d'accéder à certains financements, aujourd'hui, ils peuvent aller au FPI sans branchement, sans connexion, avoir un financement sur différents projets, alors que on connaît très bien que l'FPI ne servait qu'au régime qui était en place hier. Ils venaient faire des prêts, mais des prêts également qui étaient pratiquement non remboursables, parce que ces gens-là, il fallait que le chef de l'État prenne le bâton de commandement pour que ces gens-là payent leurs dettes envers les FPI. Je vous ai cité les deux cas. Donc, il y a plein d'exemples des entreprises qui étaient des cheval blancs, qui étaient pratiquement des parasites pour l'État, mais aujourd'hui travaillent pour l'avancement de notre pays. Il ne s'agit pas là de la bonne gouvernance. Donc, voilà pourquoi nous croyons au chef de l'État. Voilà pourquoi même la population a compris qu'il fallait soutenir la personne du chef de l'État. Et quand nous prenons maintenant la question de souveraineté, dans ces pays, on avait des personnes qui collaboraient avec les ennemis, mais qui occupaient de hautes fonctions de la République. Ils étaient en contact permanent avec Kigali, qui nous agresse. Et ils vendaient chaque jour la stratégie du gouvernement. Comment on pouvait arrêter l'hémorragie de cette guerre qui dure depuis 30 ans? Comment l'arrêter? C'était pratiquement impossible parce que nous avions en notre sein des traîtres, des collabos avec les ennemis. Nous avions plusieurs officiers rwandophones, des officiers issus du brassage qu'il y a eu avec les mouvements rebelles. Ces officiers, en réalité, ne servaient pas la cause de la RDC. Ça a été prouvé. Combien sont arrêtés? Combien ont pris la fuite pour aller rejoindre les M23? Parce qu'ils se sont sentis en insécurité, ils se sont sentis dépourvus de leur pouvoir, parce que ces gens-là distribuaient la mort comme du cacahuète, des cacahuètes. Ils distribuaient la mort. Ils distribuaient la mort parce que c'est eux qui décidaient. Ils occupaient des postes de commandement à l'est de la République. Et
Beaucoup de gens l'ont décrié, même la communauté internationale. Il y a même les Nations Unies qui l'ont décrié, qui ont demandé à ce qu'on puisse virer des postes de commandement certains officiers qui étaient en connivence avec les rebelles. Nos armes, nos tenues étaient vendues comme ça auprès des rebelles pour créer la confusion entre les combattants qui sont au front et les rebelles. Lorsque vous voyez les gens venir, vous pensez que c'était vos alliés. En réalité, ce ne sont pas vos amis, ce sont des ennemis. Et lorsqu'ils s'approchent de vous, ils ouvrent le feu. C'est comme ça qu'on tuait gratuitement des militaires congolais. Et là, ici dans la capitale Kinshasa, il y avait des complices. Démontrés noir sur blanc. Comment ne pas aimer un tel président qui a mis fin à cette hégémonie, qui a mis fin à ces scénarios? Aujourd'hui, le Rwanda qui était moins bavard devient très bavard parce que même son économie aujourd'hui a subi un coup. Ils ne peuvent plus opérer en toute tranquillité comme ce fut les cas dans les temps. Et nous, je vous avais dit, je crois dans les émissions passées, je vous avais dit que si le chef de l'État est réélu, vous allez voir la chute de Kagame. Je l'avais dit, avant même que le chef de l'État prévoit de faire la guerre au Rwanda. Je l'avais dit. Et je vous dis aujourd'hui encore que la fin de ces criminels de Kagame s'approche. On va frapper. Si il ne se rebuffe pas, si il ne retire pas ses bourreaux à l'est de la République démocratique du Congo, attendons la prestation de serment du chef de l'État, attendons la mise en place du Parlement et du gouvernement, du nouveau gouvernement. D'ici le mois d'avril-mai, je reviendrai vers vous pour vous dire que j'avais raison de vous dire que on va cette fois-ci faire mal au Rwanda. Ils ont l'habitude de faire la guerre ici en République démocratique du Congo. Ils ont l'habitude de tuer les Congolais ici chez nous. Mais ces actes ne resteront pas impunis. Même la nature nous enseigne. Lorsque vous opprimez les faibles, à un certain moment, ces faibles en aura marre. Et il cherchera à se venger à tout prix. On l'a vu avec la bataille de David et Goliath. Goliath est allé de succès en succès. Mais celui qui l'a fait chuter, c'était 1000 fois moins que lui en termes de puissance. Parce qu'on cherchait même qui pouvait combattre Goliath, pour ne pas citer la Bible. Et soyez-en rassurés, chers compatriotes, nous avons opéré un bon choix. Un choix patriotique. Un choix de la raison. Un choix de l'avenir glorieux de notre pays. Soutenons le chef de l'État. Il a de bonnes ambitions pour notre pays, une bonne vision pour l'éclosion de la RDC. Les œuvres en témoignent et sa volonté est manifeste. Nous avons repris la voie des émissions aujourd'hui. Je pense qu'on aura encore tant de temps à faire des émissions avec vous et on va vous expliquer quels sont les différents points sur lesquels le chef de l'État va s'établir sur ces 5 ans. Il a fait un résumé pendant sa campagne, mais nous allons réellement vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire de la RDC, parce que même en ce qui concerne le projet de 145 territoires, il y a la deuxième phase qui arrive.
Cette deuxième phase va consister maintenant à construire les routes. La RDC aura des routes comme elle n'a jamais eu d'antan. Ces pays, chers compatriotes, c'est notre patrie. On ne peut pas les laisser entre les mains des étrangers. Et je vous avais également dit que après la réélection du chef de l'État, Moïse ne sera plus candidat dans ces pays. Pas plus, mais soyez-en rassurés. Parce que ces gens-là ne viennent pas pour développer ces pays. Ils viennent pour piller notre pays, les saigner à blanc. Heureusement, Dieu a entendu les prières des Congolais. Il nous a amené un sauveur. C'est lui qui va nous amener vers une destinée meilleure. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwatombolo Fachi Beton. Nous croyons en lui. Nous savons que il a un grand défi à relever, mais nous sommes convaincus par ce qu'il nous a déjà démontré qu'il va nous amener encore plus loin. Et même si aujourd'hui il n'arrive pas à développer complètement la RDC, mais il mettra ces pays sur le rail. Et ces pays vont aller et être comptés parmi les pays émergents d'Afrique. Pourquoi pas les pays émergents du monde? Merci pour votre attention. Je suis content de vous revoir à nouveau. Bonne année chez vous. Bonne année 2024. Je vous souhaite prospérité, longévité. Et je pense que avec cette année 2024, nous allons faire de grandes choses. Mais dans l'entretemps, n'oubliez pas de partager l'émission. C'est une nouvelle année. Nous devons propulser l'émission parmi les meilleures émissions les plus suivies en RDC ou pourquoi pas à travers l'Afrique et à travers le monde. Merci chez vous et bonne journée. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,